Bonjour Antoine, Bonjour Bruno. je suis super content de te rencontrer. C'est la première fois qu'on se rencontre. Alors ça se moi voit pas forcément, mais on est en Corée, on est à Séoul, tout à fait. en Corée du Sud. Et voilà, je suis super intéressé par ce que tu fais, dans ma vision de l'évolution du monde et du futur. Je trouve que tu incarnes une des possibilités du futur et tu l'incarnes maintenant. Est-ce qu'en deux mots, tu peux me dire, Antoine, qui es-tu? Alors, on pourrait dire que je suis youtubeur parce que j'ai une chaîne YouTube. Je parle de liberté et de voyage sur ma chaîne YouTube. Ça fait 1 an et demi que je fais ça et je gagne ma vie en vendant des formations pour aider les gens à devenir indépendants et à prendre leur liberté dans leur vie personnelle, tout simplement. Alors, liberté pour toi, ça veut dire quoi? Liberté, pour moi, c'est faire ses propres choix. Ça veut pas dire rien faire, tu vois. Ça veut pas dire passer sa journée à regarder la télé à rien faire. Ça veut dire se fixer soi-même ses propres règles, en fait. C'est-à-dire que tu demandes pas à un patron de les fixer pour toi, tu demandes pas à la société ou à tes parents de les fixer pour toi, c'est toi qui choisis quelles sont tes limites, quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Et tu as dit aussi voyage. Donc les voyages, c'est aussi une composante importante à la fois de ta vie et de ce que tu veux partager. Bien sûr, alors je pense pas qu'on a besoin de voyager pour être libre, mais je trouve qu'en termes de sentiment de liberté, avoir la possibilité de partir n'importe où, n'importe quand, à l'autre bout du monde, tout seul ou accompagné ou comme on veut, c'est absolument extraordinaire. Donc c'est quelque chose que je fais, c'est quelque chose dont je parle aussi pas mal sur ma chaîne. Ouais. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené là? Comment tu as gagné ta liberté et cette possibilité de voyager? Alors déjà, bien sûr, gagner sa liberté, c'est compliqué de dire ça parce qu'on l'a jamais vraiment, puis c'est une question de degré tout simplement. Et c'est une question aussi, enfin voilà, on peut être salarié ou ne pas voyager et se sentir parfaitement libre, donc c'est surtout dans la tête. Mais moi, c'était vraiment une frustration de départ, c'est-à-dire que j'étais étudiant en école de commerce il y a 2 ans, et voilà, j'étais en stage, j'ai un peu plus de temps, et j'ai fait des stages qui m'ont vraiment pas plu. J'ai compris que j'avais pas envie de travailler pour un patron, j'avais envie de travailler pour moi. J'avais pas envie de me lever tous les matins à 7 h pour aller faire un boulot que j'aime pas, et pour tout ça pour avoir un week-end et 5 semaines de vacances par an. Enfin, c'est vraiment pas ce qui m'intéressait. J'avais envie, voilà, je suis quelqu'un de passionné qui a besoin de faire ce que j'aime dans la vie pour m'épanouir. Et donc j'ai décidé de faire une année de césure, donc d'arrêter mes études pendant 1 an pour lancer mon projet. Donc j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai commencé à vendre des formations, je suis parti à l'autre bout du monde, en Asie du Sud, et j'ai commencé à en vivre. Et donc du coup j'ai décidé de ne pas arrêter, de m'accrocher et de continuer ce que je faisais. Et tu avais déjà fait des vidéos avant ou tu as commencé quand tu as décidé de faire ça? Alors, pour être très honnête, j'ai toujours été intéressé par la vidéo, mais avant j'étais plus blogueur. Ça veut dire que pendant 3 ans j'ai tenu plusieurs blogs. Ah ouais. Donc voilà, c'est un peu... pas petit nouveau quoi. Je peux pas dire que du jour au lendemain je me suis lancé et ça a marché, c'est pas vrai. Pendant 3 ans j'ai pas mal galéré, j'ai fait des articles de blog, j'ai commencé à développer mon audience. Il y a des moments où j'ai beaucoup publié, d'autres moments où j'étais beaucoup plus paresseux. Et donc finalement ça a été un long processus à la fois pour développer mon audience et pour que ça marche, mais en même temps pour moi me rendre compte que c'était possible et pour pouvoir définir un peu de quoi j'allais parler. Et quand tu bloguais déjà sur ces sujets ou tu bloguais sur d'autres sujets? Je bloguais plus sur le marketing. À l'époque, j'étais vraiment intéressé par le marketing, la communication, comment convaincre les gens finalement. Donc c'était vraiment mathématique. Et là, je me suis élargi parce que j'ai compris, enfin j'ai creusé un peu et je me suis dit voilà, la plupart des gens s'intéressent au marketing et tout ça parce qu'ils veulent créer leur entreprise, être indépendants et donc être plus libres. Donc maintenant, je parle d'une thématique plus large qui est la liberté. D'accord. Et donc là, par exemple, en termes de voyage, tu es à Séoul. Ouais. Alors pourquoi Séoul? Tu es là pour combien de temps? Qu'est-ce que tu fais quand tu es là? Alors pourquoi Séoul? Je sais pas, pourquoi pas, parce que c'était un pays que j'avais pas encore fait, je connaissais pas du tout l'Asie du Nord. Ça m'a toujours attiré, donc j'ai voulu tester et je suis pas déçu parce que c'est plein de contrastes, c'est un univers que je connais pas du tout. Je suis parti tout seul pour 2 semaines. J'aime bien voyager seul parce que ça me donne l'occasion déjà de vraiment me retrouver. Enfin, quand on se retrouve, je trouve, tout seul dans un environnement totalement différent, c'est souvent le moment où on a le plus d'idées et on peut le plus avancer sur ses projets, travailler. Donc pour moi, c'est un peu une retraite productive. Enfin, j'aime bien appeler ça comme ça. Et puis, c'est l'occasion de découvrir, de vous rencontrer toi et Valentin qui était ici aussi de passage. Et qui fait qu'on se soit rencontrés. Exactement. Donc c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens intéressants. Et alors là, typiquement pendant ces 2 semaines à Séoul, tu as publié combien ou tu vas publier en tout combien de vidéos? Alors j'essaie de publier une vidéo par jour. Ah oui. J'ai raté 2 jours parce que j'étais sur d'autres projets, j'ai fait d'autres choses. Alors j'étais trop paresseux pour faire ma vidéo. Mais sinon, j'essaie de faire une vidéo par jour. Donc je tourne une vidéo pendant la journée et je la publie le lendemain. Ah ouais, donc c'est quand même, pour moi, qui suis entre guillemets débutant, ça paraît énorme. C'est pas très difficile. Quand tu commences à prendre cette habitude de faire quelque chose tous les jours, au bout d'un moment, faire ta vidéo, c'est juste
une vidéo de plus, tu vois. C'est pas genre le gros truc. Alors quand tu dis il faut que je fasse ma vidéo de la semaine, ça fait trop longtemps que j'avais pas fait, il faut que j'en fasse une, tu te mets la pression, il faut qu'elle soit bien, il faut qu'elle soit parfaite. Alors qu'au final, plus t'en fais, plus ça devient une habitude quotidienne. Et donc c'est plus un problème, c'est plus un gros truc, c'est plus un big deal, tu vois. Ça reste ta petite vidéo. Ça devient une routine. Exactement. Alors, je crois que tu pars bientôt, c'est plutôt la fin du voyage. Qu'est-ce qui t'a marqué? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué en Corée? Je dirais le contraste entre la vie extrêmement moderne qu'il y a ici, notamment à Séoul, et l'aspect traditionnel qui est encore très marqué ici. Je te donne un exemple sur l'aspect très moderne, c'est que j'ai fait 3 Airbnb, donc j'ai été dans 3 Airbnb différents, et j'ai pas rencontré une seule personne, un seul propriétaire ou quoi que ce soit. Tout se faisait par texto, en notant un code, enfin tout est par code, c'est assez incroyable. Tout est automatisé, vraiment tout. Et d'un autre côté, j'ai rencontré un Coréen qui m'a emmené à une cérémonie traditionnelle, voilà, où on fait des offrandes, enfin un truc vraiment traditionnel. Et ça m'a fait un choc de voir vraiment ce contraste entre ces deux cultures. Finalement, en France, on est un peu entre les deux, quoi. Et tu as fait une super vidéo sur ce sujet de la cérémonie. Donc je mettrai évidemment le lien avec ta chaîne. Merci beaucoup. Et alors, est-ce qu'il y a dans ce que tu as vu dans ces 2 semaines en Corée, des choses qui t'ont inspiré pour ta vie, pour ce que tu fais et pour ce que tu partages avec les autres? Est-ce que tu dis, tiens, ça on pourrait l'appliquer ou ça faudrait surtout pas l'appliquer? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on connecté dans ce que tu as vu avec ta vie à toi? Alors déjà, rien que le fait, je trouve, d'être dans un environnement qui n'a rien à voir avec ton quotidien, ça te permet de connecter des choses. Pas forcément dans ce que tu vois, mais ça te permet de réfléchir, ça te permet de... Enfin, je suis vraiment convaincu que la meilleure façon d'avoir des idées, c'est le changement. C'est d'avoir du changement régulièrement dans ta vie, c'est de faire peut-être une nouvelle activité, faire de nouvelles choses, se lancer dans de nouveaux projets, même si ça n'a rien à voir avec l'activité en question. Par exemple, je suis convaincu que si tu te lances demain dans l'apprentissage de la cornemuse ou de l'accordéon, ça peut t'aider dans ton business si ton business c'est de trouver de nouvelles idées ou de trouver plus de clients, même si ça n'a rien à voir à première vue. Rien que le fait de faire de nouvelles choses, ça t'aide à avoir de nouvelles idées, à penser différemment, à avoir un point de vue différent. Donc je peux pas dire que j'ai vu concrètement des choses qui m'ont aidé, mais rien que le fait d'avoir un environnement qui est si différent de notre environnement qu'on peut avoir en France, ça m'a donné un nombre d'idées absolument incalculable. J'ai eu autant d'idées que je peux en avoir en 6 mois en France, en 2 semaines ici. Ouais, ça me parle, c'est le côté décentrement, je sais pas si on peut l'appeler comme ça. Moi souvent je pars 1 mois ou 2 mois, l'année dernière je suis parti 2 mois dans une maison en Inde et à chaque fois je me pose la question, est-ce que je serais pas plus tranquille dans ma maison résiliente en Ardèche où j'ai tout ce qu'il faut, internet qui marche, ma bonne nourriture bio, et à chaque fois effectivement comme toi, j'observe que quand tu pars dans un autre endroit, et aussi comme toi pour des raisons que je ne saurais pas bien expliquer, il y a un truc un peu magique qui fait que tu penses pas pareil, tu as d'autres idées. Ouais, ça me parle complètement. Comme tu dis, tu vois aussi d'autres modes de vie. Par exemple, quand tu voyages en Asie du Sud-Est, Thaïlande, Philippines, Malaisie, ces pays-là, tu vois, souvent le niveau de vie est beaucoup plus bas. Et tu vois des gens qui sont très heureux et qui vivent souvent beaucoup plus simplement. Et donc forcément, nous on est dans une sorte de bulle, tu vois, on a notre environnement où tout le monde nous pousse un peu à la compétition, où on est toujours à avoir la dernière technologie, les derniers produits de consommation. Donc ça fait un peu cliché de dire ça, mais forcément tu te poses des questions sur notre mode de vie, sur est-ce que je suis vraiment heureux comme ça, est-ce que finalement je devrais pas revenir aux sources ou à une vie plus simple. Comme tu dis, est-ce que je serais pas plus heureux dans ma petite maison en Ardèche plutôt qu'à essayer de voyager partout et de faire plein de trucs. Ça te permet aussi de te poser des questions sur toi-même, en voyant des gens qui sont parfois heureux avec pas grand chose, on a une vie qui n'a rien à voir avec la tienne. Alors tu es un grand voyageur comme moi, et alors c'est drôle parce que tout à l'heure quand on est arrivé là, on comparait nos trucs de voyage, comment on s'habille, les bagages, etc. Est-ce que tu aurais des conseils, et quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui veut voyager un peu comme toi, sur la partie pratique du voyage? Bonne question. Je pense que déjà en termes d'optimisation du voyage, je suis un parfait débutant par rapport à toi, parce que tu m'as donné beaucoup plus de conseils que ce que j'ai pu te donner. C'est parce que je suis plus vieux. Voilà, mais oui, mais j'espère à ton âge avoir atteint ton niveau à toi, tu vois, parce que c'est quand même très haut. Sur l'optimisation des affaires, l'optimisation du sac, voyager léger. Moi aujourd'hui, je mets un point d'honneur à voyager avec juste un sac cabine que je peux emmener partout. Parce qu'encore une fois, la liberté pour moi c'est avant tout un sentiment, et donc avoir le sentiment que tu peux bouger où tu veux, quand tu veux, prendre l'avion rapidement, dès que tu es arrivé, pas avoir à attendre tes bagages mais à bouger tout de suite, vraiment ce sentiment de flexibilité
de pas avoir un gros sac à traîner, un boulet. Pour moi, c'est l'erreur que j'ai faite quand je suis parti pour la première fois en voyage au Sri Lanka. J'ai emmené un sac qui était plus gros que moi. Ah oui. Et c'est devenu mon boulet de voyage. Je savais pas où le mettre, c'était pénible, comme changer d'hôtel tous les 3 jours. Fallait à chaque fois que je range tout, tu sais, c'était un sac en plus de backpacker un peu, donc il fallait tout sortir par le haut, tu vois, donc c'est l'enfer ces machins-là. Et je me suis dit, mais c'est juste pas possible. Et dès que je suis arrivé en Thaïlande, donc pendant ce même voyage, j'avais un ami qui était là-bas, qui a accepté de me le prendre. Je me suis acheté un petit sac cabine et mon voyage a radicalement changé du jour au lendemain parce que d'un coup je voyageais léger, d'un coup c'était plus simple. Enfin, tout devient plus simple. Et je pense que c'est pareil dans la vie, dans le business ou en voyage ou même dans les relations. Toujours essayer d'optimiser, de revenir à l'essentiel, revenir au léger, à la simplicité, à ce qui peut être fait rapidement, à ce qui peut être flexible. Ça permet d'avoir une liberté d'esprit, de pouvoir penser à autre chose. Pour moi, c'est peut-être le plus important en voyage. Alors après, c'est pas hyper concret comme conseil, mais comme conseil concret, avoir un sac cabine, tout simplement. Pas enregistré. Avoir, comme tu le fais très bien, des habits qui sont techniques, que tu peux mettre plusieurs jours d'affilée, qui sont à la fois aussi confortables dans ton canapé chez toi qu'en réunion ou sur un rooftop à New York. Avoir du matériel aussi. Enfin, moi, j'aime bien faire de la vidéo en voyage, donc trouver le matériel qui est au juste milieu entre qualité et encombrement et poids. Donc trouver la polyvalence et l'optimisation, ça peut être un vrai défi, ça peut être très amusant à faire, encore faut-il en avoir envie, mais ça peut devenir une passion, et je pense que c'est une passion aussi bien pour toi que pour moi. Génial. Et alors, donc, au début, quand tu te présentais, tu dis que ce dont tu vis, c'est donc tu vends des formations. Ouais. Tu nous redis en 2 mots un peu plus précisément, tu parles de quoi, tu accompagnes les gens qu'est-ce que tu leur dis donc pour plus de liberté, plus de voyage, et qu'est-ce que les gens recherchent avec toi? Bah alors, en fait, c'est assez simple. C'est un business model qui est le plus simple du monde, et pourtant beaucoup de gens ont du mal à se lancer parce qu'il y a cette espèce de croyance populaire qui dit que sur YouTube, pour gagner sa vie, il faut faire des millions de vues et qu'il y a une question de mérite. Alors, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est la valeur que tu peux apporter aux gens. Tu seras payé en fonction de la valeur que tu apportes aux gens. C'est pas une question de quantité de travail, c'est pas une question de quantité de gens qui te suivent, c'est toujours une question de valeur. Et en fait, c'est très simple. Quand tu commences à faire des vidéos où tu donnes des conseils aux gens, où tu apprends des choses aux gens, très vite, les gens naturellement vont vouloir aller plus loin, vont te poser des questions, vont vouloir savoir quel matériel tu utilises, quels sont les conseils que tu as donnés, qu'est-ce que tu as suivi pour apprendre à faire ça, comment tu fais pour en vivre. Les questions, elles viennent naturellement. Et donc, il suffit de faire des formes. Alors moi, je fais des formations vidéo qui durent. Alors maintenant, ça a un peu changé parce que je fais un système d'abonnement, mais ça a commencé de manière très simple. Quand on a des formations qui durent peut-être 1 heure, 1 heure et demie en vidéo, j'utilise mon iPad, je dessine dessus avec une application géniale qui s'appelle Explain Everything. Donc j'utilise l'Apple Pencil avec l'iPad Pro pour dessiner et enregistrer en même temps. Je raconte un peu comment je fais, des techniques marketing, comment faire pour trouver des clients, comment faire pour voyager facilement, comment devenir indépendant, comment être plus efficace, plus productif dans sa vie, comment optimiser les choses, comment voyager plus simplement. Ça couvre tout. C'est comment tu peux, dans ta vie personnelle, et comment tu peux vivre de cette vie-là, y compris avoir des revenus. Parce que en fait, tu te rends compte que les gens qui te suivent veulent en savoir plus. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas seulement avoir des techniques dans un domaine précis, ils veulent en savoir plus sur toi parce qu'on partage plus que des conseils, on partage des idées, on partage des valeurs. Et donc les gens, souvent, quand ils matchent avec ton système de pensée, avec tes valeurs, avec tes idées, ils ont envie d'en savoir plus, ils ont envie d'apprendre autre chose. Et ces choses-là, tu peux les vendre. Et même, souvent, on a aussi un problème éthique. On se dit, ouais, est-ce que j'aurais les donner gratuitement, je n'aurais pas les vendre. On se rend compte très vite que si tu fais une vidéo d'1 heure et demie sur YouTube où tu donnes tous tes conseils, il y a peut-être un dixième ou 5% des gens qui vont regarder ta vidéo jusqu'au bout et qui vont vraiment les appliquer parce que c'est gratuit et que sur YouTube il y a beaucoup de choses. Alors que si tu t'investis, moi je conçois beaucoup de formations payantes et je suis prêt à investir beaucoup d'argent sur ma formation personnelle parce que quand j'investis de l'argent dans ma formation, cette formation d'un coup elle a de la valeur. C'est pour ça que les gens bossent souvent plus dans les écoles que dans les facs parce qu'une fac c'est gratuit. Et quand tu vas, c'est gratuit, tu as l'impression que ça n'a pas beaucoup de valeur, tu vas souvent sécher et tout. Alors que si tes parents ou toi tu payes 7 000 ou 10 000 euros l'année, bah, tu vas te sentir un peu obligé d'y aller, tu vas davantage écouter les profs, tu vas accorder plus de crédit à ce qui est dit, et donc tu vas davantage fournir d'efforts pour rentabiliser cet investissement et pour mettre en pratique les conseils que tu apprends. Donc finalement, vendre des formations, ça permet aux gens d'avoir vraiment des résultats, parce que toi déjà tu vas t'impliquer à fond dans ta formation en sachant que tu vas la vendre à tel prix. Ça permet aux gens de réussir des choses que tu as réussi et de pouvoir véritablement les aider, parce que tu vas les accompagner. Et toi, ça te permet d'en vivre de manière extrêmement simple. Alors, il y a un truc qui m'a marqué quand on a dîné ensemble hier soir, c'est que tu disais, alors tu vas peut-être le redire mieux, c'est que le monde d'aujourd'hui ou le monde de demain, c'était un monde où tout le monde avait quelque chose à apprendre aux autres.
et c'était pas que l'école ou les livres. Voilà, je sais pas comment, si tu peux le redire comme tu disais, mais je trouvais que c'était fascinant. Ça donnait pour le coup une vraie vision du futur, plus que de l'enseignement, on va dire de la transmission. Je sais plus comment tu disais ça. Je pense qu'on a tous quelque chose à apprendre à quelqu'un d'autre. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on veut avoir un résultat ou tester quelque chose de nouveau, la première chose qu'on va faire souvent, c'est pas de chercher le meilleur expert ou de chercher la meilleure école, c'est souvent de regarder dans son entourage proche et d'aller parler à nos amis qui ont eu ce résultat-là. Par exemple, je sais pas, tu veux apprendre la cuisine mexicaine, t'as un pote qui t'a fait un repas une fois quand t'es venu chez lui, c'était le meilleur repas mexicain que t'as jamais mangé. Qu'est-ce que tu vas aller acheter un livre de bouquin ou suivre des écoles de cuisine alors que t'as ce pote-là qui sait t'expliquer les choses, qui sait te parler, qui te connaît, qui te parle avec tes mots, avec des mots de débutant, et qui saura t'expliquer ces choses-là. Et finalement, je pense que la vraie force, c'est pas l'expertise, même si l'expertise évidemment a de la valeur, la vraie force c'est la pédagogie. C'est être capable d'expliquer les choses. Parce que aujourd'hui, et c'est ça le gros changement par rapport à avant c'était l'expertise, aujourd'hui ça a changé. Pourquoi? Parce que l'information est gratuite et disponible partout. L'information brute, on la trouve sur Wikipédia. Je veux dire, qui passe ses journées à regarder des pages Wikipédia? Il y a des gens qui le font. Mais on aurait pensé, si à 50 ans, tu aurais dit aux gens, dans 50 ans, tu pourras avoir toute l'information du monde, une encyclopédie totale disponible gratuitement sur Internet, les gens se seraient dit, mais c'est extraordinaire, tout le monde va être hyper savant. Et pourtant, aujourd'hui, 95% ou 99% des gens font quoi sur Internet? Ils lisent pas des pages Wikipédia toute la journée. Ils regardent des vidéos de chat. Ils regardent des vidéos de chat, ils jouent à des jeux, ils regardent des séries. Et parce que l'information en tant que telle, j'en suis convaincu, n'a pas de valeur. C'est pas l'information brute qui a de la valeur, c'est ce que l'on en fait, c'est comment elle est expliquée. Et donc c'est pour ça que les gens à chaque fois disent ouais mais les gens vont avoir les mêmes informations gratuitement sur Internet, mais les gens veulent pas de l'information gratuite. Les gens veulent qu'on leur explique comment faire concrètement pour eux. Les gens recherchent de la pédagogie, quelqu'un qui saura leur expliquer mieux que tout le monde, quelqu'un qui saura leur donner de la passion, quelqu'un qui saura faire vivre des idées. Pas seulement leur donner des conseils, mais avoir des grandes valeurs derrière, tu vois. Et donc je suis convaincu qu'on peut tous aider quelqu'un. Maintenant, ça ne veut pas tous dire qu'on est capable aujourd'hui de vendre des formations, de créer sa chaîne et de développer une audience, c'est des choses qui s'apprennent. Il faut apprendre à être plus pédagogue, à convaincre, à vendre, à faire passer des idées avec passion, à s'exprimer. Ce n'est pas des choses qui sont faciles, évidemment, parfois ça prend du temps, à certaines personnes plus que d'autres. Mais on peut tous apporter de la valeur à quelqu'un à partir du moment où il y a des amis qui viennent nous voir pour nous demander des conseils. S'il y a des amis qui considèrent qu'on est bon pour lui demander des conseils, ça veut dire qu'on est bon pour donner des conseils à beaucoup plus de gens. La capacité à transmettre. Exactement. Et d'ailleurs, les meilleurs profs, il y a un truc tout simple, c'est les meilleurs profs souvent qu'on a eu, c'était pas les profs qui étaient agrégés ou qui avaient une super expertise, c'était les profs qui savaient se faire vivre le cours. C'était le prof d'histoire qui montait sur la table et qui nous jouait Napoléon. Même si, tu vois, c'était peut-être pas celui qui connaissait toutes les dates par cœur et tout, mais c'était celui qui savait nous donner la passion du cours. Et pour moi, elle est là la vraie valeur. Elle est dans la pédagogie, dans le fait de savoir transmettre la passion. Très clair. Une dernière question. Moi, ma passion, c'est le futur et comment se préparer au futur. Et tu montres comment chacun peut créer son propre futur. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un de ton âge aujourd'hui pour être le mieux préparé au futur, proche ou lointain? J'ai l'impression que plus on avance dans le temps, moins rien n'est acquis en fait. C'est-à-dire qu'avant, il y avait les diplômes. Un diplôme, ça t'assurait une vie confortable. Il y avait tout un tas de règles en fait, qui t'assuraient quelque chose pour le futur. Et ce qu'on voit aujourd'hui, notamment avec l'ubérisation de la société, avec la perte des emplois durables, avec la flexibilité du monde du travail qui est en augmentation, il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent, moi je trouve ça très bien personnellement, parce qu'il n'y a plus des castes, des sortes de castes qui disent voilà, si tu as ça, si tu as ton diplôme, tu auras une vie facile, si tu n'as pas, tu vas galérer toute ta vie. Il y a beaucoup plus de mouvement. Et un métier peut disparaître beaucoup plus vite et une expertise peut perdre de sa valeur du jour au lendemain. Par exemple, on voit très bien en informatique, tu apprends un code, ce code peut disparaître 5 ans plus tard, il faut apprendre un nouveau code. Et moi je trouve ça bien parce que ça laisse pour moi je trouve ça plus juste comme mode de fonctionnement. Et la clé, à mon avis, pour évoluer là-dedans, c'est de considérer que rien n'est jamais acquis. Et qu'il faut toujours apprendre et toujours se former et toujours rester flexible. Moi je considère que mon business aujourd'hui il peut disparaître demain. Ce qui a de la valeur, c'est pas ma chaîne YouTube, c'est pas le nombre d'abonnés, c'est pas ma page Facebook, c'est pas ma mailing list. Ce qui a de la valeur, c'est mon expérience, ce que j'ai appris, ma capacité à convaincre ou à vendre, les choses qui vont faire que je vais pouvoir retomber sur mes pattes en cas de problème. Et le fait de savoir ça, ça donne aussi une confiance énorme dans l'avenir et ça te permet d'entreprendre plus facilement et tout. Donc je pense que peut-être la qualité principale à avoir, c'est une sorte de peut-être rester humble par rapport à ses connaissances, se dire ok, je connais un truc, peut-être que demain ça n'aura plus aucune valeur.
apprendre tous les jours. Moi, j'ai une sorte de credo personnel, c'est si tu n'apprends pas ou si tu n'es pas en train de faire ou de créer, tu perds ton temps. Donc tu vois, si je regarde, alors, ça m'arrive très souvent de perdre mon temps, regarder une série qui sert à rien ou je sais pas quoi, tu vois, je dis pas que je suis parfait, mais j'essaie de tendre vers ça. Et si je suis pas en train soit de faire, mais ça peut être même créer une relation d'amitié ou de couple, ou ça peut être travailler, ou ça peut être dans mon cas faire des vidéos, des formations ou apprendre, et ça peut être de l'autre côté, ouais, apprendre, se former, lire des bouquins, travailler, contacter d'autres gens qui ont, tu vois, donc, soit apprendre, soit créer. Et pour moi, c'est la clé pour évoluer, mais après, voilà, il y a plein d'autres choses. Je dis pas avoir la science infuse là-dessus, hein, mais c'est ma théorie là-dessus. Génial, merci beaucoup. Où est-ce que tu veux que les gens te contactent, ceux qui sont intéressés par ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu transmets comme expérience? Où est-ce que tu veux qu'ils te contactent? Ta chaîne YouTube, page Facebook, qu'est-ce que... Alors, c'est simple, Antoine BM, c'est mon nom, mon vrai nom c'est Antoine Blanchemaison, mais je me fais appeler Antoine BM sur internet. Tu tapes Antoine BM sur Google, il y a ma chaîne YouTube, il y a ma page Facebook, je vais bientôt probablement lancer un podcast aussi. Génial. Donc il y aura aussi le podcast, donc simplement tapez Antoine BM sur Google et ensuite on suit ce qu'on veut sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube. Génial. On finit par... Merci Antoine, je suis super content qu'on se soit rencontrés. Profite bien de tes dernières heures ou derniers jours à Séoul et puis j'espère qu'on se revoit très vite à Paris ou ailleurs. Bah merci beaucoup, j'étais ravi de te rencontrer aussi. Merci. Et à très vite. Salut. Ouais.